Parce que l'interaction que tu as avec la machine, c'est le même genre d'interaction que tu as pu avoir dans ta vie quotidienne depuis ta prime enfance. Et de ce fait-là, c'est pas étonnant que ça puisse donner lieu à toutes sortes de projections anthropomorphistes possibles sur la machine, sur des gens qui tombent amoureux des machines, qui confient des trucs qu'ils n'auraient jamais dit à personne à la machine ou autre. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Vivien Garcia, qui est philosophe, écrivain et professeur de philosophie. Nous allons parler du lien entre philosophe et IA, mais surtout de savoir ce que l'IA dit de nous quand on se contente d'ingurgiter du contenu préformaté et digéré qui envahit le web, où les synthèses et synthèses de synthèse deviennent de plus en plus fréquentes. Quid de la nuance, de la critique et du recul nécessaire pour mieux comprendre le monde et ses enjeux? Bonjour Vivien, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bonjour Julien, très bien. Eh ben écoute, je suis ravi de t'avoir avec moi pour cet épisode parce que la philosophie et l'IA, c'est un vrai sujet passionnant. Ma première question pour toi est simple. Pourquoi faut-il s'intéresser à la philo quand on parle d'intelligence artificielle? Alors, formulé comme ça, si tu veux, est-ce qu'il faut s'y intéresser ou pas? Je sais pas s'il faut s'y intéresser. Il y a plein de gens qui le font pas, et ils s'en portent pas moins bien. Cela étant, je pense que ça peut produire des choses intéressantes et ça peut produire des choses intéressantes pour au moins, heu, 2 raisons. La première, c'est que les discours sur l'IA, mais aussi les objets techniques, qui sont le produit de ce champ de recherche technoscientifique, ils peuvent avoir des implications philosophiques. Ils peuvent reposer consciemment ou pas d'ailleurs sur des propositions théoriques qui vont regarder de près des notions que la philosophie à questionner, sur lesquels elle s'est penchée, et parfois depuis des siècles. Si tu veux un exemple simple, tu peux prendre par exemple tout simplement le nom intelligence artificielle. Mhm. Intelligence artificielle, pour un philosophe, c'est 2 mots de problème. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Bon, alors on va pas en discuter parce que il y a pas de définition qui serait commune dans différents champs. C'est quelque chose qui est assez nébuleux. Donc, et puis la philosophie s'est intéressée à l'intelligence, au rapport, à la distinction entre intelligence, raison, entendement, etc. Donc, tu vois, déjà, il y a un champ qui est très, Déjà, très... c'est juste un épisode de podcast pour définir le mot intelligence. On pourrait faire ça, rien que, et on n'en serait qu'à intelligence. Et en fait, artificiel, on peut faire la même chose. Artificiel, c'est pareil, et puis artificiel, ça renvoie à des catégories philosophiques, notamment de la Grèce antique, la différence chez Aristote entre la nature, la physis, qui a son principe en elle-même, et les artefacts, les objets dont le principe est la main humaine, enfin, vous voyez, qui existent, qui n'existeraient pas par eux-mêmes. Bon. Et donc ça nous renvoie évidemment à un champ philosophique qui est déjà existant. Alors après, attention, je dis pas que il y a une espèce de philosophie inconsciente de l'intelligence artificielle que les philosophes viendraient révéler, viendraient dire la vérité d'en haut, etc. Mais en tout cas, ça permet de mettre en perspective certaines problématiques. Ça place certaines notions dans un champ problématique. Puis la deuxième raison, c'est que en fait, si tu veux, intelligence artificielle et philosophie, c'est pas 2 univers qui sont complètement étanches. Et en fait, si tu lis les textes, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les textes à l'origine du projet d'intelligence artificielle dans les années 50, etc. Si tu lis ces textes, en fait, tu vois qu'il y a une discussion constante et qu'il y a une présence constante de textes et d'idées philosophiques. Si tu mets le nez dans les textes de McCulloch et Pitts, qui inventent le réseau de neurones, l'idée du réseau de neurones, bah, tu vois qu'il y a une multitude de références à Kant, à Hume, etc. Si tu prends le fameux paper tout le temps cité de Turing, dans lequel il propose son jeu de l'imitation, bah, déjà, c'est un paper qui est publié dans une revue de philosophie, et en plus de ça, qui commence avec une référence d'ailleurs implicite, un peu cryptique, aux méditations métaphysiques de Descartes. Le premier programme d'intelligence artificielle, le théoricien logique, il vise
à produire des preuves logiques, des théorèmes que tu trouves dans les Principia Mathematica de Russell et Whitehead. Donc il y a une vraie présence de la philosophie, une vraie discussion avec la philosophie, en tout cas à cette époque. Et puis même, je veux dire, même le projet, il entre dans la lignée, alors pas de toute la philosophie, mais disons de certaines lignes philosophiques avec l'idée, justement, le travail de la logique, l'idée de mécanisation de l'esprit, etc. Bon, dans la philosophie occidentale, il y a ce genre de ligne là. Alors tu me diras aujourd'hui, on a quand même moins cette impression. C'est vrai. Mais par exemple, moi j'ai été étonné de voir comment un paper récent, hein, puisque qui est un paper de 2024, je sais pas si tu l'as vu passer, qui s'appelait The Platonic Representation Hypothesis. Hein, donc je sais pas comment on traduirait ça, l'hypothèse de la représentation platonicienne. C'était un paper qui défendait que les réseaux de neurones profonds en fait tendaient à une convergence dans les représentations qu'ils produisent, et donc quelque chose qui serait analogue aux idées platoniciennes. Bon, en termes philosophiques, le paper est pas hyper bien ficelé. Il y a une référence à Platon, c'est un peu léger, etc. Mais tu vois, enfin, malgré tout, ça montre bien que c'est pas du tout deux mondes séparés, qu'il y a bel et bien une des liens qui sont encore enfin, encore palpables, et même aujourd'hui, et même parfois de façon explicite. Et donc, bon, pour résumer un peu les choses, sur le lien que je vois, c'est, disons que la lecture philosophique de l'intelligence artificielle, elle a le double intérêt de mettre en évidence ce qu'il y a de philosophique dans l'IA au sens large, hein, et de replacer les notions philosophiques qui sont développées plus ou moins implicitement, plus ou moins consciemment, dans un champ de questionnement qui est déjà existant. D'accord. Tu parles, toi, souvent de philosophie de la technique. Alors, 2 questions pour toi. La première, j'aimerais que tu nous aides à comprendre ce que c'est, à la définir et savoir surtout en quoi cette approche, elle change notre manière de comprendre l'IA, au-delà du discours, purement technologique. C'est une question qu'on me pose souvent, ou même ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, parce que bon, si tu dis aux gens que tu fais de la philosophie, ils voient à peu près. Si tu leur dis que tu t'intéresses à la philosophie de la technique, ou à la philosophie des techniques, donc selon l'angle qu'on adopte, tu te dis qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est étonnant parce que je me fais souvent c'est étonnant pour moi, ça l'est peut-être pas tant que ça, mais je me fais souvent cette remarque: mais est-ce que si je disais je fais de la philosophie des arts, je m'intéresse à la philosophie des sciences, ou vous voyez? Ça serait sûrement moins, en tout cas ça produirait sûrement moins d'étonnement. Et donc, bah, en fait, si tu fais l'analogie, de la même manière qu'il y a de la philosophie des arts, philosophie des sciences, la philosophie du langage, la philosophie de... On va dire que la philosophie de la technique, c'est la branche de la philosophie qui s'intéresse, plus particulièrement, qui se spécialise en fait dans la compréhension du fait technique. C'est-à-dire aussi bien les gestes techniques que les objets techniques, que les médiations techniques, que même comprendre ce que c'est que la technique, et aussi quels effets est-ce que ça a sur les mondes humains, sur le monde dans lequel on vit, euh, en, en fin de compte. Et donc, euh, bah, je repense à ce truc. Effectivement, pour moi, c'est étonnant, mais c'est pas si étonnant, parce que parler de philosophie de la technique, même en termes historiques, c'est quelque chose d'assez récent. Il n'y a pas de philosophie de la technique avant le 19e siècle. Alors tu me diras, oui, mais d'accord, mais c'est aussi au 19e siècle qu'il y a des séparations en branches de la philosophie. Bon, on va pas entrer dans ce discours de spécialiste, c'est vrai, mais, et ça me permet quand même de revenir à ta question, dans cette lignée de la philosophie de la technique, il y a quand même un certain nombre euh, de contenus qui ont été pensés et qui, à mon avis, permettent effectivement de considérer un peu autrement notre rapport aux techniques. Par exemple, euh, je pense qu'il est difficilement tenable aujourd'hui de tenir la technique. Je parle de manière très générale, hein, la technique ou l'ensemble des objets techniques, comme s'ils étaient, comme on dit parfois dans la langue courante, tous des outils. Comme si finalement, il suffisait de se dire, bah oui, les objets techniques, c'est juste des choses qui nous servent à en faire d'autres, à faire d'autres choses, qui accompagnent, qui sont les adjuvants, qui sont les prolongements, les amplificateurs du geste humain.
Parce que quand tu dis ça, hein, cette espèce d'idée, bah, tous les objets très techniques seraient et aujourd'hui, on entend ça, hein: «Mais l'intelligence artificielle, c'est qu'un outil, tout dépend comment on l'utilise» et cetera. Mais ce type de discours-là, qui sont pas complètement faux, parce que c'est aussi vrai qu'il y a des usages différents et cetera. Mais, là où ils sont, clairement limités, c'est que, c'est pas juste ça. C'est pas parce que si tu dis: «Bah, c'est que des outils pour l'action humaine», ça veut dire que finalement la seule chose que tu considères, c'est l'action humaine. Or, ce qu'on voit bien, c'est que, bah, non, heu, ils configurent les objets techniques, ils configurent, ils norment, la manière notre rapport au monde, la manière, dont c'est des choses un peu dont on va discuter, dans ce podcast, dont on va penser, dont on va, heu, oui, tout simplement se rapporter, se rapporter au monde. Il y a un pouvoir, en fait, il y a une capacité, pas un pouvoir, c'est beaucoup, mais en tout cas, il y a une dimension normative des objets techniques qui configurent notre existence. Et donc, ils sont pas juste des moyens neutres au service de fins qu'il faudrait juger. Donc ça, c'est un point assez important, quoi. C'est une espèce de même s'il y a des approches différentes. Est-ce que tu veux dire qu'on se questionne pas assez quand on utilise, ChatGPT, par exemple? Parce qu'il y a des gens comme moi qui l'utilisent au quotidien. Est-ce qu'on devrait se poser plus de questions à chaque fois qu'on rentre un prompt? Tu penses que ça devient, presque une commodité, comme on dit en anglais, commodities? Ouais, alors, je sais pas si c'est à chaque fois qu'on rentre un prompt et puis ça dépend du type de questions qu'il faudrait se poser, mais en tout cas, oui, c'est dire que l'usage des techniques n'est pas anodin, en fait. C'est quelque chose qui configure notre existence. Et donc, aussi bien les techniques, le type d'objet technique qu'on va choisir, qu'on va refuser, bah, c'est quelque chose, finalement, qui est extrêmement important pour nous. On peut pas faire comme si c'était quelque chose d'absolument anodin en disant: «Ah bah, c'est la technique, c'est tout bon ou tout mauvais» ou enfin, non, au contraire, ça demande une approche bien plus fine, à mon avis. Qu'est-ce que tu as pensé au moment où ChatGPT a été, rendu public? Donc c'était novembre 2022, la version, 3, est sortie, au grand public. Toi, en tant que philosophe et spécialiste de la technique, quel a été ton sentiment quand tu l'as utilisé pour la première fois? Je vais te dire une chose, j'ai utilisé plein de modèles de langage, de grands modèles de langage, mais ChatGPT, j'ai dû l'utiliser 2 fois, justement parce que le modèle, extrêmement privateur, d'OpenAI par rapport à ces modèles, OK. quelque chose qui me déplaît, quoi. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas utilisé, je joue beaucoup avec, des modèles, notamment des modèles locaux et cetera. Bon et en fait, si tu veux, quand ChatGPT a lancé ça, bah, je sais pas, peut-être je reconstruis ma mémoire, mais j'avais déjà entendu parler des modèles de langage, donc c'était pas quelque chose qui était, mais en fait, ça semblait un truc, presque, enfin, à l'époque et je sais pas, ça semblait pas quelque chose de complètement terminé, quoi, de complètement prêt pour la production et cetera. Et donc, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, enfin, il y a le truc de lancer en production et surtout à grande échelle, ce genre de choses, bon, c'est un coup de pub, quoi». Et puis ça, pour plein de gens qui suivaient pas du tout, le monde de l'intelligence artificielle et cetera, je pense que ça a fait, l'effet enfin, un effet de surprise, incroyable, quoi. Je veux dire, même pour des gens qui étaient relativement préparés, ça a fait un effet de surprise. Mais en fait, il faut passer au-delà de cet effet de surprise et faut aller creuser. Et donc la première chose, c'est que, bah, je me suis mis à aller creuser beaucoup plus, y compris techniquement, dans, bah, comment ça fonctionne et cetera. Et ça me permet de revenir à ta question d'avant sur aussi comment j'envisage la philosophie des techniques, parce que ça, c'est plus un positionnement personnel. Ça, tu vas avoir dans la philosophie des techniques, tu vas avoir des approches différentes. En fait, moi, dans mon approche, j'insiste beaucoup sur le fait de comprendre le fonctionnement des objets, mais vraiment le comprendre sérieusement, mettre les mains dedans, y compris les démonter, y compris vraiment avoir je pense qu'un fonctionnement fin, des implications matérielles, en termes de fonctionnement, de la capacité aussi, parce que parfois tu as des objets techniques, on fait tout pour que tu les démontes pas, quoi. Mais avoir conscience de ça, de l'importance que ça a dans ton rapport,
aux objets techniques, je pense que ça a aussi un enjeu, philosophique et ça, dans mon travail, c'est quelque chose d'important, quoi. Mêler toujours, la réflexion philosophique à quelque chose de finalement, de très pratique, à une compréhension très technique des objets techniques, de pas la laisser de côté. Tu fais comment pour disséquer un modèle de langage comme ChatGPT ou Gemini ou Llama, tu vois? Non, bah, pour disséquer un modèle de langage comme, ChatGPT qui est de l'ordre du secret industriel, tu peux pas, tu peux pas. Après, ça t'empêche pas d'utiliser, des, modèles, avec des modèles qui sont open, de jouer avec, de voir, et tu apprends beaucoup plus de choses. Parce que si tu veux, enfin, un modèle comme les modèles, GPT et l'interface qui est, ChatGPT, bah, il y a un travail de l'interface. Il y a quelque chose et tu es un utilisateur ou une utilisatrice, finale quand tu te retrouves face à ça. Par contre, quand tu commences à bricoler, avec, des modèles locaux, à essayer de faire des RAG, je sais pas, à faire du fine tuning, des trucs comme ça, tu vois la complexité et tu vois aussi que ça il y a beaucoup plus de friction que ce que tu peux avoir, avec, ChatGPT où là, tu as une énorme, infrastructure, technique et humaine qui fait que tu as un produit fini où tu te dis: «Ouais, super, ça marche tout seul». En réalité, non et en fait, faut ce qui est intéressant, c'est de te frotter à cette, même si tu veux, évidemment, je fais ça, sur mon temps libre, donc je ferai pas ça comme quelqu'un qui fait ça toute la journée. Mais ça change complètement ton rapport à l'objet technique, d'essayer de t'approcher le plus possible dans la compréhension théorique et pratique, de ce que c'est quoi, effectivement. Je le disais, Vivien, en introduction, tu es, philosophe, mais également professeur de philosophie universitaire. Est-ce que depuis, la sortie des grands modèles de langage au grand public, donc en gros 2022, est-ce que tu as changé ta manière d'enseigner, ou de partager ton savoir sur l'intelligence artificielle vis-à-vis de tes étudiants? Est-ce que, tu as adapté ton cours, ta vision du monde de l'IA? C'était quoi l'impact de la sortie de ces grands modèles de langage sur ton travail? Alors là, c'est pareil, on pourrait en faire un podcast entier. Si tu veux, évidemment, il y a des choses qui changent. J'ai pas fondamentalement changé ma façon de travailler, mais en fait, enfin, tu sais que, par exemple, si quand tu enseignes, tu sais très bien que, si tu, enfin tes étudiants, étudiantes, vont, probablement, passer les questions que tu leur donnes, à un grand modèle de langage et cetera et donc en fait, tu peux pas Mmh. faire, comme, si ça existait pas et en fait, tu dois composer avec ça et donc quand je te disais tout à l'heure, bah, les techniques, elles norment notre action et cetera. Voilà, c'est un truc que tu es obligé de t'adapter. Après, ça va pas transformer, pour ce qui est de l'enseignement et du type d'enseignement, que je donne, ça va pas transformer fondamentalement, le champ, quoi. Parce que, enfin pour plusieurs raisons. Parce que, le les résultats par rapport, heu, que ça peut donner par rapport à des questions, philosophiques et cetera, souvent sont assez superficielles. Mais pas parce que, c'est impossible, parce que la philosophie serait au-delà de c'est pas du tout ça mon propos. C'est juste parce que ça intéresse pas grand monde et qu'il y a pas beaucoup d'efforts pour du trading, qui soit vraiment poussé ou pour que ça permette d'aller plus loin, sur des questions philosophiques et cetera. Donc il y a quand même, et puis, pareil, parce qu'il y a une bonne partie, de, du travail qui consiste je donne pas mal de cours d'éthique et cetera, qui est un travail oral, de discussion orale et cetera et même si tu donnes un truc que, les personnes qui sont devant toi ont préparé avec un modèle de langage, oui, mais c'est pas le enfin, tu vois, c'est comme si elles lisaient quelque chose, qui est finalement pas bien assimilé, pas bien donc si tu veux, oui, ça va transformer en partie le travail, mais c'est non, c'est pas l'espèce de game changer absolu, que d'aucuns voudraient bien, D'accord. présenter, quoi. Le sentiment que j'ai quand je discute avec mes invités dans le podcast, c'est que l'IA bouscule vraiment notre rapport au temps et à la pensée. Elle rédige vite, notamment l'IA générative évidemment, et en apparence de manière très soignée. Et j'aurais juste, prendre une caricature en 2 cases que je vais essayer de décrire pour les auditeurs, qui est signée, Tom Fishburne, qui illustre avec humour
l'usage de l'IA dans les échanges professionnels. Alors, c'est un petit comics, on a 2 cases. Dans la première case, on a un homme assis devant un ordinateur qui explique à un collègue: «L'IA transforme cette simple puce en un long email que je peux faire semblant d'avoir écrit». Et dans la deuxième case, on a une femme assise devant un autre ordinateur qui dit à un autre collègue: «L'IA transforme ce long email en une seule puce que je peux faire semblant d'avoir lu». Qu'est-ce que tu penses de ce sujet et est-ce qu'on est en train de créer un nouveau standard, en particulier dans le monde professionnel, qui viendrait quelque part artificialiser les échanges professionnels et la communication? J'aimerais bien avoir ton regard de philosophe sur l'usage de l'IA dans le monde pro et la manière dont on l'utilise. Alors, c'est moi, je l'ai regardé, la vignette parce que je voulais m'en imprégner quand tu m'as parlé, quand on a préparé cet épisode. J'ai regardé cette vignette et puis, en fait, je me suis dit: «Alors, il y a plein de choses à commenter, c'est extrêmement riche». Alors juste, petite précision, mais c'est un truc classique, tu dis IA, on a tendance à dire IA, mais en fait, là, ce que ça met en jeu, c'est un certain type de système d'intelligence artificielle. C'est les LLM. Tout à fait. Heu et c'est intéressant parce que la question du résumé, hein, bon, bah, pour la faire courte, les transformers qui sont à la base des grands modèles de langage, enfin, les transformers ont d'abord été pensés pour la traduction et puis très vite ils ont donné des résultats dans la synthèse, de texte. Donc c'est un des trucs pour lesquels, ça marche quand même, assez bien, quoi. Il y a une certaine expérience pour le coup. Hem Bon, et ça va, le côté, par exemple, tu dis gain de temps, ça va très vite. Je te parlais des modèles de langage, que tu utilises, par exemple, en local, qui sont beaucoup plus petits, et cetera. Ce rapport au temps, Heu, si tu fais faire la même chose, le résultat va pas être aussi impressionnant ou le rapport au temps, il va être tout autre. Parce que justement, ça va pas défiler à la même vitesse, quoi. T'as pas l'infrastructure derrière, t'as pas la puissance de calcul, qui permet d'aller aussi vite, quoi. Et autre chose sur le rapport au temps, je pense que ce qui se joue, et là, c'est la caricature en fait qu'il y a dans cette vignette, il joue sur un discours commun qui est, bah, en fait, les LLM, l'IA en général, mais en fait, on pourrait même parler tout simplement de l'automatisation, parce que c'est un vieux discours sur l'automatisation, va faire gagner du temps, c'est un gain de temps, et ce gain de temps, il est lié à la productivité. C'est un gain de temps pour une certaine productivité. Mais ce qu'on voit bien en fait, dans la vignette, qui est une caricature, et la caricature, elle vise à faire sortir, hein, elle vise jusqu'à l'absurde, quoi, à faire sortir certains trucs. C'est là tu te dis: «Ouais, mais quel genre de productivité?» Et ce que tu vois, c'est finalement derrière, mais quel genre de travail, quel genre de modalité de communication absurde ont les personnes, d'un côté et de l'autre de la vignette, et modalité de communication, si ça marche, cette caricature, c'est aussi que ça renvoie à plein de choses dans la vie, au travail de plein de personnes. Et c'est quelque chose qui est légion, et moi, en fait, ça m'a fait penser, je sais pas si tu connais ce bouquin qui a été très vendu, de l'anthropologue américain David Graeber, qui s'appelle, Bullshit Jobs. Et heu Absolument, j'allais t'en parler, ça et tombe et bien. heu et où, justement, il décrit les emplois, les tâches absurdes, inutiles, que parfois, les personnes qui les réalisent ont même du mal à justifier, et là, en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans le bouquin Bullshit Jobs, Graeber, il lie, l'apparition des bullshit jobs à, l'automatisation. Automatisation, on disait, bah, elle va remplacer complètement, tout un tas de travail, et cetera, et Graeber dit, bah, l'automatisation a aussi, certes, il y a eu des transformations dans les secteurs, et cetera, mais elle a aussi donné lieu à la création de plein de ces bullshit jobs, quoi. Et et là, tu vois bien que, c'est dans cette vignette, quoi, que les gens essayent de 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 se débarrasser, de déléguer un travail qu'ils ont clairement pas envie de faire, quoi. Alors après, tu peux te dire aussi, à quel coût, quoi, parce que le côté magique des LLM, ce que je te disais tout à l'heure, et ben, il se base aussi sur le fait que la plupart des utilisateurs finaux ont pas la moindre idée, ou ils s'en fichent, de ce que ça implique d'un point de vue énergétique, le pré-training, d'un modèle. Enfin, c'est parce que ne serait-ce que, c'est des gigawatts par heure pendant plusieurs mois, et qui se payent en millions de dollars, soit dit en passant. Et là, tu dis des fois, un travail pénible, le déléguer à une machine heu, qui a cet impact-là, est-ce que c'est bien nécessaire? Mais, ce qu'il y a derrière aussi, c'est la situation d'interaction, complètement étrange, complètement absurde, qui préexistait,
à ce type de système technique, et sur lesquels en fait le système technique il vient se brancher quoi, ce type d'interaction bizarre où bah t'as une personne qui écrit un mot qui veut le faire, enfin une ligne qui veut le faire rallonger, la personne qui le reçoit veut le faire réduire. Alors tu te dis ils auraient mieux fait l'un d'envoyer la ligne et l'autre de la lire quoi. Est-ce que selon toi, ça peut, masquer certaines insuffisances? Est-ce que c'est l'intelligence, alors je caricature un peu, mais peut rendre, intelligent une personne médiocre? Est-ce que, ça peut, faire en sorte que, on se pense meilleur qu'on ne l'est vraiment parce que l'IA est toujours avec nous, nous assiste au quotidien dans le monde professionnel, pour faire de la traduction, pour penser de manière plus rapide et cetera? Et je fais le lien avec ce dont on parlait, en début d'entretien, c'est cette tendance à la simplification. Tu sais, aujourd'hui, il y a des résumés automatiques, il y a des synthèses, quand tu fais une visioconférence, tu as, les mots-clés, qui sortent, qui sont automatiquement rédigés et cetera. Quel est l'impact que ça a justement sur la complexité des échanges, sur la complexité et la nuance du monde professionnel? Ouais, alors je sais pas si ça se limite au monde professionnel, C'est vrai. parce que, pour le coup ça va bien au-delà. Ça me fait un peu penser aussi, ce que tu dis, à la notion qui a été pas mal travaillée ces dernières années, de l'économie de l'attention. Économie de l'attention qui est devenue une ressource rare et que depuis, des décennies maintenant, d'abord les médias traditionnels, puis les médias sociaux sont efforcés de capter quoi. Et et c'est d'ailleurs on pourrait presque dire gagner du temps pourquoi? Pour, scroller sur, je sais pas quoi, sur TikTok ou sur Instagram ou En fait, on gagne du temps pour mieux en perdre derrière, c'est ça? ça pourrait être comment dire? Une manière de renforcer encore l'absurde, de la vignette, qui est présentée dans la vignette dont tu parlais. Mais ouais, comment dire? Cette économie de l'attention, elle a été elle a enfin, il y a aussi une exploitation, hein, les médias sociaux, quand tu penses par exemple, je sais pas si tu connais le bouquin de l'anthropologue, Natasha Dontschul, qui s'appelle, Addiction by Design, qui s'intéresse à comment les réseaux sociaux ont utilisé, des, techniques qui existaient déjà dans les machines à sous pour créer justement, pour faire passer de plus en plus de temps sur la plateforme et cetera. Donc il y a une, il et en même temps avec des contenus toujours plus courts, toujours plus synthétiques. Donc certaine manière, il y a effectivement un conditionnement à des contenus rapides, intenses, courts, et cetera. Bon, cela étant, je préfère pas tomber dans la généralisation abusive, dire on est tous devenus crétins, parce qu'on est trop exposé à ce truc. Enfin, si tu te poses la question des impacts, si tu veux une réponse pertinente, faut aller faire un travail empirique, et cetera, qui est pas forcément, d'ailleurs le travail de la philosophie, quoi. Enfin, ça se discute, mais qui est pas en premier lieu ou historiquement pas ce qu'a fait la philosophie. Heu, mais peut-être ce que je là où la philosophie est intéressante, parce que, c'est que l'expérience même de l'apprentissage de la philosophie, bah, t'oblige, à un moment ou à un autre, à te frotter à la complexité. La lecture de textes philosophiques, c'est un bon exemple, et tu le vois tout de suite et ça implique pas le même effort, ça implique pas enfin, que regarder des vidéos sur tout TikTok et lire la phénoménologie de l'esprit, enfin, c'est évidemment, pas la même chose, quoi. Et et on pourrait se dire, enfin, le côté, résumé, synthèse et cetera. Évidemment que si tu lisais que des résumés d'ouvrages philosophiques, enfin, il y a des personnes, même des personnes que je connais, qui ont réussi à avoir les premières étapes des diplômes de philo en lisant jamais de livre de philo, mais au bout d'un moment, ça bloque, quoi. Ça bloque et puis surtout, tu perds un truc parce que ce que tu vois, c'est que certaines idées clés qui vont être sorties de leur contexte, qui vont être sorties du contexte, hein, du reste du texte, Heu et heu et en fait, tu ça peut être utile, mais tu vas perdre comment les idées sont amenées, tu vas perdre une bonne partie du cheminement, de l'auteur ou de l'autrice que tu es en train de lire, tu vas perdre comment tu réagis, comment, tous les aspects sensibles, d'un style, d'une écriture qui sont plus ou moins agréables ou d'une idée qui te sont plus ou moins agréables, d'un rythme et cetera. Une multitude d'éléments, qui aussi par rapport à ta propre subjectivité et cetera, tu vas, interpréter. Et cette interprétation, la construction d'une interprétation, tu parlais du temps tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se donne simplement dans un présent, à un instant T,
C'est quelque chose, en fait, qui se donne aussi dans un temps long. Le rapport à la complexité, c'est quelque chose qui se donne dans une certaine historicité. C'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui se donne par, la multitude, enfin, la reprise de lecture, hein. En philosophie, on passe notre temps à relire, des textes, qu'on a déjà lus parfois, et on y redécouvre des choses parce que, avec le parcours qu'on a fait entre, une première lecture et une deuxième, bah, on n'interprète plus forcément les choses de la même ch et c'est vrai pour tout, enfin, si tu veux, pour pour le lien à toutes les situations complexes. Le lien à la complexité, il se donne pas à un instant T. Il se donne dans une historicité, quoi. Et donc, lorsqu'on lit, lorsqu'on réfléchit, en fait, on fait plus que, acquérir, stocker et traiter de l'information. C'est pas comme ça que les choses se donnent. On interprète par rapport à une subjectivité, par rapport à un contexte, par rapport à un processus dynamique qui fait qu'on va donner du sens. Si tu veux, mais même et aussi par rapport à certaines interactions, par rapport à même ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire là, si tu veux, la discussion qu'on est en train de faire, il y a la manière dont ce que je dis, toi, tu vas l'interpréter avec, ta propre habitude du podcast, et cetera. Les gens qui vont l'écouter, qui ont déjà écouté peut-être plein de podcasts ou pas du tout, qui ont un arrière-plan philosophique ou pas du tout, qui ont un arrière-plan technique ou pas du il va y avoir c'est comme ça que l'interprétation va se créer, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se fonder. Si tu veux, ce serait, et de fait, si on regarde nos pratiques, heureusement que nos pratiques, c'est pas, en permanence, lire des résumés, lire des synthèses ou, regarder, enfin, tu vois, il y a plein de mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un choix. Qu'est-ce qu'on veut résumer? À quel moment ou pourquoi? Des fois, résumer, et peu importe que ce soit un résumé d'un LLM ou d'un résumé, qui soit fait par une personne, résumé qui, soit dit en passant, s'interprète, mais je m'arrête là parce que sinon on va rentrer dans une spirale infernale. Mais si tu veux un résumé, ça peut t'aider toujours à ça peut être une espèce de raccourci qui peut t'aider à rentrer dans une complexité, et cetera. Comme quand tu lis un texte de philo, t'as pas forcément connaissance de tous les auteurs que, l'auteur a lui-même lu, mobilise, et cetera. Et donc, ça c'est nécessaire pour tout apprentissage, pour toute pensée, de passer un moment par des synthèses, et cetera. Mais, il y a tu peux pas te suffire de ça, ça marche pas. Et la question est davantage, mais quand est-ce que j'ai besoin, de synthèse? Quand est-ce que, par contre, là, non, il faut que je me frotte, il faut que je fasse un effort à une complexité qui est plus grande, à est-ce qui et en fait, c'est dans ce choix-là, finalement, c'est là que se joue, la construction, je dirais, presque la construction d'une pensée, la construction d'une existence, quoi. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'aimerais revenir 2 secondes sur le sujet de la nuance et de la complexité. Hem, j'ai l'impression, mais peut-être sans doute que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on assiste à une sorte de montée en puissance de cette polarisation. Alors je suis français, mais j'habite en Amérique du Nord et je le vois un peu des 2 côtés de l'Atlantique. C'est qu'on a tendance à, couper un peu, dans le tas, à garder uniquement les faits qui nous arrangent, voire à les manipuler pour que ça corresponde à une certaine ligne éditoriale. Je pense aux médias, mais je pense aussi parfois à un certain système de pensée. Est-ce que la philosophie devrait nous pousser à challenger, critiquer, prendre le temps de réfléchir justement sur tous ces sujets. Qu'est-ce qui arrive à la nuance aujourd'hui? On a l'impression que c'est très complexe d'être nuancé et c'est très facile, de, balancer, des contre-vérités ou des discours qui sont parfois, qui semblent sortis d'une IA. Ah, disons que la polarisation, ouais, c'est une chose. C'est un truc, en plus, c'est quelque chose qui a été étudié, notamment enfin, le rôle, en particulier, genre des réseaux sociaux sur les effets de polarisation qu'ils peuvent avoir, et cetera. Enfin, pour le coup, il y a quand même quelques études, là-dessus. Heu, ouais, le rapport, mais si tu veux, là où ta question, je sais pas trop par où la prendre sur le rapport à la nuance, parce que il y a bien des zones de nuance, qui préservent tout et pas, enfin, j'espère, sinon sinon c'est terrifiant. Ces zones de nuance, elles se sont certainement,
certainement déplacé, etc. Et bon, il importe pour le coup de les travailler et pas de mettre en valeur le côté un peu polarisation aussi orchestrée par certains dispositifs techniques. Ouais, ouais, Parce que en fait, ma réflexion, ça consiste à dire, puisque l'IA a tendance à la sursimplification, on peut avoir tendance justement à perdre la nuance et la complexité. Tu vois, en gros, la philosophie, j'ai l'impression que ça nous invite à ralentir, à prendre le temps d'interpréter, à se poser des questions. Comment est-ce qu'on préserve cette temporalité dans un monde qui est régi par l'instantanéité, par, comme tu le disais sur les réseaux sociaux, les vidéos de 30 secondes qui t'envoient une dose de dopamine, par des résumés, voire de résumés, fournis par l'IA, et cetera? Il y a une espèce de dichotomie entre le monde de la philosophie et le monde «réel» entre guillemets, où tout doit aller vite, de manière instantanée, voire parfois un peu artificielle. Oui, peut-être. En tout cas, de la philosophie telle qu'elle s'est donnée dans son histoire, parce qu'elle s'est développée à une époque qui était aussi régie par des objets, des dispositifs techniques qui n'étaient pas les mêmes. Et que la philosophie qu'on connaît, elle est énormément liée aux livres, enfin aux textes, etc. Avant, une traduction plus orale, enfin, mais bon, peu importe. Euh, mais ce que tu mets, c'est ouais, la question que tu me poses, c'est préserver la temporalité dans un monde régi par l'instantanéité. Admettons, c'est une question difficile et c'est une question difficile parce que, en fait, à mon sens, euh, la réponse simpliste, ça serait de te donner des trucs ou de te dire ce qu'il faut faire ou te dire ah bah ouais bah super, il faut que tu lises de la philo tout le temps. Ouais, bien sûr. C'est pas si facile que ça. Comme si la même recette valait pour tout le monde déjà. Euh, et pire, en fait, comme si c'était simplement une question individuelle. Alors certes, je vais pas te dire qu'il n'y a pas une dimension individuelle, parce que je me contredirais à partir du moment où, comme on l'a vu, enfin ce que je te disais en début d'entretien, quoi, où tu saisis que les objets techniques, les dispositifs techniques qui composent le milieu dans lequel tu vis, etc., qui participent à construire ton rapport au monde, bah c'est clair que tu vas peut-être préférer certains dispositifs, certains systèmes techniques, ou que tu vas en refuser d'autres, que tu vas te tenir, je sais pas, à des temps d'usage comme font certaines personnes, que tu vas marquer des séparations, que tu vas avoir une certaine hygiène numérique pour reprendre un terme à la mode, etc. Et tout ça, ça relève, c'est des choses qui sont importantes dans la mesure, à mon sens, où elles relèvent d'un ethos, c'est-à-dire un ethos qui donne éthique, tu vois, une manière de se comporter, de disposition, etc., que tu construis d'un certain souci de soi. Mais en fait, ça fait pas tout, parce que tu peux aussi, avec ça tendrait un discours très individualiste, quoi, qui penserait que tu pourrais te sauver tout seul, alors qu'il y a une partie qui est évidemment c'est illusoire. Ton existence sociale, en fait, elle t'enjoint ou elle va t'imposer à différents niveaux, que ce soit les normes de communication dans tes groupes d'amis, la manière dont tu dois consulter ton compte bancaire, ou des choses, ou la manière dont tu dois déclarer tes impôts, ou que sais-je, d'avoir recours à certains dispositifs, en particulier à certains services plutôt que d'autres, et à plus ou moins grande fréquence. En plus, dans bon nombre de cas aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'une large part de ces dispositifs ou services, ils sont proposés clairement par des géants du numérique qui ont suffisamment travaillé leurs interfaces pour les rendre addictives, comme tu le disais tout à l'heure, et puis qui ont en plus des ambitions hégémoniques qui ne sont pas cachées. Donc, et pour revenir à l'IA, c'est un aspect qu'on explore souvent trop peu lorsqu'on parle de l'IA aujourd'hui. Parce qu'en fait, on n'est plus dans l'informatique des années 80, ou dans le mythe du programme génial qui sort d'un garage, etc. Enfin, ce qu'on appelle IA aujourd'hui est enfin, surtout aujourd'hui dans la confusion qu'il y a entre IA et LLM, les grands modèles de langage, ils sont par définition grands, pour ne pas dire gigantesques, et ils impliquent une infrastructure, une puissance de calcul qui est phénoménale, et qui va de pair aussi avec des choses qui sont liées à l'histoire de l'informatique ces dernières années, enfin notamment là, quand tu disais tout à l'heure, le truc qui vient à la tête, bah oui, l'IA c'est ChatGPT ou que sais-je, ou concurrent, mais en fait, c'est aussi, du point de vue de l'informatique, c'est des services dans le cloud. Et c'est la manière dont est proposé l'IA aujourd'hui, c'est pas des trucs qui tournent sur ta machine. C'est des services auxquels
il faut que tu te connectes. Et donc, comme tous les services dans le cloud, il y a un rapport d'hétéronomie parce qu'en fait, à partir du moment où tu délègues un service, je sais pas, le stockage de tes fichiers, le traitement de tes fichiers, ou même que tu vas avoir besoin pour ton travail de tel ou tel truc, bon, tes capacités de contrôle et de compréhension du système, elles sont évidemment réduites, beaucoup plus réduites que si tu avais tout ça sur ta machine avec, je sais pas, du logiciel libre, même du matériel libre. Ouais, le degré il est extrêmement réduit. Et en plus, ce qui se forme, c'est aussi une certaine dépendance parce que tu vas en avoir besoin pour bosser, pour communiquer, pour parler avec tes amis, ta famille, etc. Donc, tu te retrouves donc dans une situation d'hétéronomie et de dépendance, quoi. Et ce qui fait que t'es toujours connecté et que le fait de te déconnecter devient de plus en plus difficile parce que en fait c'est un point central de tes relations parce que t'as une infrastructure qui est techniquement parlant pas complètement centralisée mais qui s'est depuis quelques années restreinte, de plus en plus centralisée. Tu passes par des acteurs majoritaires pour faire tout un tas de choses qui composent ta vie quotidienne. Et en plus avec avec l'IA, et là j'utilise vraiment IA à dessein, pas tant pour désigner des systèmes techniques, mais un peu ce que ça connote dans l'imaginaire, et pas que dans l'imaginaire du Kidam, aussi dans un imaginaire de certains techniciens. Il y a cette idée, en fait, à mon avis, un mythe de la mise à jour d'une espèce d'outil ou d'objet technique universel qui serait capable de faire tout, qui vaudrait pour tous les usages et qui remplacerait tous les autres, si tu veux. Et qui, à mon sens, même si ça paraît contre-intuitif, cette idée-là, bon, déjà, elle va dans le sens d'une concentration toujours plus grande, et en plus, c'est une idée que je trouve extrêmement technophobe. Parce qu'à partir du moment où tu postules que t'as plus qu'une seule, tu vas avoir un objet technique qui sera meilleur que tous les autres et qui va renvoyer tous les autres aux poubelles de l'histoire, ça, si tu veux, pour caricaturer le truc. En fait, c'est juste que toute la technodiversité, toute la diversité technique, c'est quelque chose enfin, c'est quelque chose qui serait méprisable. Or, il me semble pas que ce soit le cas, justement. Et que la préservation d'une diversité technique et de rapports de plus en complexes, de plus ouverts, plus autonomes avec les objets techniques, ça me semble quelque chose qui soit très, très important. Et donc, mais ce qui fait que si on reprend le fil, bah oui, tu peux essayer de faire des trucs, mais il y a une espèce de dialectique, quoi, entre ce que tu peux faire à un niveau individuel et la situation dans laquelle le contexte, en fait, la structure dans laquelle tu vis avec ces objets techniques qui dépendent aussi de certains, comment dire, de certaines relations de pouvoir, de certaines relations sociales, enfin qui s'inscrivent dans des relations sociales, etc. C'est le tissu en fait de ton existence, et tu dois composer avec ça, et t'as pas un contrôle plein et entier là-dessus. Enfin, donc, d'où la difficulté de ta question. Est-ce qu'on peut vivre, travailler sans utiliser de techniques, d'intelligence artificielle, d'outils informatiques? J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup la question à chacune des évolutions technologiques. Tu sais, l'arrivée du mobile ou du smartphone, la démocratisation des réseaux sociaux, le cloud, aujourd'hui l'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus difficile de notamment travailler, mais en gros dans son quotidien, de plus s'inscrire justement dans l'usage de ces outils. C'est ouais, le problème de techniques d'objets techniques qui deviennent hégémoniques. Mmh. Et effectivement, enfin, il y a plein d'exemples. Tu peux, pour plein de bonnes raisons, ou enfin simplement, alors tu disais pour travailler, oui, tout dépend ce que tu fais comme travail, quoi. Il y a des travaux pour lesquels t'as pas besoin d'ordinateur, quoi. Je veux dire, si tu fais un travail manuel, si tu fais de la maçonnerie ou si tu fais je sais pas quoi, pour le coup, ça va pas t'aider beaucoup, quoi. Et c'est pas, mais effectivement, il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont extrêmement, enfin, ou alors tu disais intelligence artificielle,
même qui repose parfois sur des systèmes qui, 20 ans en arrière, on aurait appelé ça système d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, avec la mode des LLM, on n'appelle plus ça système d'intelligence artificielle parce que c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague ou une nouvelle saison, comme on dit parfois dans les histoires de l'intelligence artificielle, une nouvelle saison, en fait, ça tire plutôt d'un côté ou de l'autre. Mais bah, là où par rapport aussi à d'autres saisons de l'intelligence artificielle, ça change, et ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que si tu prends l'intelligence artificielle des années même 50, 60, 70, etc., les machines, c'est des machines qui sont extrêmement imposantes, qui existent dans les salles, grandes salles des universités, il y en a très peu, c'est quelque chose qui s'inscrit assez peu dans la société. Ça s'inscrit un peu plus dans les années 80, etc., avec l'avènement du PC, quoi, enfin de l'informatique individuelle, comme on disait à l'époque, même si le terme est un peu tombé en désuétude, etc. Mais en fait, le monde numérique actuel, il est basé sur une informatique qui est une informatique ubiquitaire, donc qui est présente partout, et pas juste présente partout, qui est connectée en permanence. Et c'est là-dessus que la phase actuelle de l'intelligence artificielle, elle s'inscrit. Et ça renvoie un peu à ce que je te disais tout à l'heure. C'est aussi un autre type pour le coup, d'ensemble ou de système technique. C'est que là, tu as des dispositifs qui sont beaucoup moins épars, mais qui font système. Alors un système pas parfait, un système, ou en tout cas qui sont en réseau. Ça serait plus correct de le dire, parce que un réseau, c'est pas un système parfait. Il y a des moments, ça bug, ça marche pas bien. Il y a des formats qui sont pas cohérents les uns avec les autres, même si on s'efforce de développer des standards, etc. Ok. Et donc ça, c'est extrêmement différent. Et c'est aussi parce que tu as cette informatique ubiquitaire et réticulaire qui est de plus en plus, et que les pratiques sociales, elles évoluent, elles se branchent là-dessus, comme ces objets techniques se sont branchés sur des pratiques sociales existantes quand ils sont apparus, que c'est de plus en plus difficile, ou ça implique une espèce de marginalisation qui peut être toujours plus grande. Par exemple, le fait de pas utiliser, si tu veux pas utiliser de smartphone, ça devient de plus en plus difficile. C'est pas impossible, mais ça devient de plus en plus difficile, et il faut le tenir, quoi. Et donc, mais c'est la marge de manœuvre que tu as, pour revenir à ce que tu disais, à ce que tu disais avant, elle se restreint. Mais c'est en ça que c'est important aussi si tu veux, le problème qu'il y a à ce niveau-là, c'est des problèmes. On voit bien que c'est pas juste des problèmes techniques, c'est des problèmes qui sont éthiques et politiques. Et c'est en ça que il y a besoin d'avoir une réflexion éthique et politique sur la technique, sur les objets techniques, parce que sinon, en fait, tu te berces de mythes sur le progrès technique qui va être nécessairement meilleur, ou nécessairement néfaste, ou que c'est. Enfin, il y a besoin d'une dimension, de se réapproprier ces discussions. D'accord. J'ai une dernière question pour toi, Vivien. J'aimerais qu'on parle, du rapport entre l'homme et les outils d'intelligence artificielle générative. Quel rapport on doit entretenir avec eux? Est-ce qu'il faut leur dire bonjour? Est-ce qu'il faut leur dire merci, s'il te plaît? Est-ce qu'il faut se confier à eux? Quel est ton regard de philosophe sur cette relation entre l'homme et la machine? Bon, alors encore une fois, ouais, LLM, je martèle un peu, mais Tu as raison. parce que tu vas pas dire bonjour à un GAN, par exemple, ou que c'est. Mais enfin, quoique, tu me diras, je pense pas être le seul à avoir encouragé ou insulté mon ordi dans diverses occasions. Donc quoique. Mais les technologies, en fait, informatiques, elles ont cette spécificité d'être fondées sur des interactions. C'est des technologies qui sont interactives. Et donc, à partir du moment où elles sont fondées sur des interactions, on peut avoir une tendance à reproduire avec elles certains comportements qu'on a dans d'autres interactions, qu'on a par ailleurs à projeter avec elles, à les projeter sur elles en tout cas. Et ou voire pardon, à exacerber certaines interactions, parce qu'au fond, nous, on a quand même conscience que c'est pas un être humain, quoi. J'espère que je traiterai jamais personne comme je traite mon ordinateur parfois.
Cela étant, il y a une vraie spécificité des LLM, pour le coup, dans la mesure où, du fait de leur structure même, ils sont faits pour traiter et pour produire du langage et a fortiori, bon pas que, hein, ça peut être du code et cetera, mais a fortiori des énoncés en langue naturelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a une espèce de brouillage dans les catégories qui sont les catégories classiques du design d'interface. Dans le design d'interface, souvent on sépare strictement front-end, la couche visible par laquelle les utilisateurs utilisatrices vont interagir avec la partie justement back-end, hein, la partie derrière qui est pas visible aux utilisateurs utilisatrices finales, avec les algos, je sais pas, bon, tout cet aspect-là quoi, qui est caché. Avec les LLM, c'est pas la même chose. Enfin, le LLM, ça prend du langage et de la langue naturelle en entrée, et ça produit de la langue naturelle en sortie. Ce qui fait que il y a quelque chose qui est fondamental en termes de design d'interface, parce que c'est évident que c'est pas la même chose si tu interagis avec une machine en ligne de commande, hein, comme on peut le faire encore aujourd'hui, c'est fondamental. Ça a vraiment pas disparu, mais par un langage qui est un langage textuel, qui est d'un point de vue sémantique et syntaxique extrêmement codifié, extrêmement réduit, ou en cliquant sur des icônes, ou en appuyant sur des boutons qui vont symboliser des actions, etc., mais qui sont dans la médiation, c'est toujours plus loin de ce qui se passe au niveau de la machine. Que en écrivant ou en parlant dans la langue de ton choix. En fait, c'est un peu la vieille lune du design d'interface user-friendly, tu vois, quelque chose. Finalement, le ticket d'entrée, il est quasiment inexistant parce que l'interaction que tu as avec la machine, c'est le même genre d'interaction que tu as pu avoir dans ta vie quotidienne depuis ta prime enfance, quoi. Et donc, et de ce fait-là, c'est pas étonnant que ça puisse donner lieu à toutes sortes de projections anthropomorphistes possibles sur la machine, sur son intériorité, sur des gens qui tombent amoureux des machines, qui confient des trucs qu'ils auraient jamais dit à personne à la machine. Ou encore une fois, il y a à la fois t'interagis en parlant, mais en même temps tu sais que c'est pas la même chose que si tu te confiais à un être humain. Donc il y a cette espèce de de ouais, de relations bizarres, ou tout simplement où tu dis bonjour, merci, en sachant pertinemment que tu auras pas de meilleur résultat en sortie, parce que tu t'es penché un peu sur la question, mais juste par habitude. Parce que bah, tu as l'habitude de dire bonjour, merci, parce on t'a appris que quand tu posais une question à une personne, il valait mieux avoir. Ouais, la langue est codifiée, quoi. Et donc tu reproduis ces codes de la langue. Mais ce qui est intéressant, et pour rajouter un peu du paradoxe à ça rapidement, c'est qu'en même temps, alors c'est en langue naturelle, on te dit, bah oui, tu peux parler dans ta langue, mais en même temps, t'as tout ce truc, bon, qui s'est un peu dégonflé, mais qu'à un moment, on n'entendrait que ça, qu'il faut apprendre à prompter. Il y a du prompt engineering, il y a le prompt engineering, c'est fondamental, etc. Mais en fait, ça, c'est super important parce qu'en fait, on est en train de te dire, tu dois adapter, tu dois modeler ton usage de ta propre langue. Bon, à supposer que tu puisses parler ta propre langue, que tu parles, que ta langue maternelle soit pas une langue minoritaire, parce que ça faut pas l'oublier non plus. Sur les langues minoritaires, les LM sont bien moins impressionnants. Mais donc tu dois formater, transformer ta manière de parler ta langue naturelle pour des raisons techniques et pour que en fait les données de sortie du modèle soient plus pertinentes par rapport à ce que toi tu veux lui faire faire. Et donc en fait, en quelque sorte, tu conditionnes, même si c'est juste partiellement, ta manière de parler ou d'écrire à ton interaction avec la machine. Et du coup, je me dis, on pourrait presque défendre l'idée. C'est un truc ça m'a vaguement fait penser à un truc de Kant, mais les ceux qui connaissent apprécieront. On pourrait presque défendre l'idée que bah tu pourrais même le dire que d'un point de vue éthique, etc. Tu assumes de dire bonjour, merci, etc. à la machine parce que bah c'est finalement ça fait partie de tes relations en langue naturelle et que t'as pas envie de te conditionner, de trop changer ta manière de parler
parce que sinon, pourquoi ne pas finir par prompter tes proches ou les gens dans la rue? Bah, écoute, parfait. Merci beaucoup, Vivien. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de Fabrice Epelboin, qui est expert des technologies, journaliste et enseignant. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Allez, on écoute sa question. Est-ce que l'usage militaire de l'IA laisse envisager un avenir? Est-ce qu'on va pouvoir arriver à un équilibre des forces comme on l'a fait avec l'arme nucléaire, qui était finalement la dernière grande révolution dans l'histoire des technologies militaires? Est-ce que à l'ère des drones et de l'IA, on va réussir à obtenir un équilibre qui va nous permettre d'envisager à un moment ou à un autre d'être dans une position de stabilité, quelle que soit l'issue de la crise actuelle, pour revivre une période de relative stabilité, de potentielle prospérité. Ouais, je parle surtout au niveau du continent américain et de l'Europe, parce que l'Asie n'est pas dans cette situation-là, même si. Voilà. Bonne chance à celui qui aura la question. Ouais, bonne chance. Hem, Bah, déjà, c'est quand même une question de spécialiste et si tu veux, là, pour le coup, j'ai pas prétention à avoir Mmh. une qualification en géopolitique, qui me permettrait de dire des choses, pertinentes. Je peux raccrocher sur des trucs, je peux essayer d'improviser quelque chose sur des trucs que je connais un peu plus. En fait, l'analogie qui est faite dans la question avec, l'arme nucléaire, elle ramène au temps de l'invention de l'IA et en fait, au début, quand le terme, heu, intelligence artificielle, est inventé après la Seconde Guerre mondiale, dans la lignée de la cybernétique, dont, une bonne part, des travaux a aussi, été développée ou a servi, à des usages militaires ou, enfin, les grands noms de l'IA des débuts et de l'informatique des débuts, par exemple, heu von Neumann, était aussi, déjà von Neumann, il a aussi, calculé, à quelle hauteur est-ce que, les bombes atomiques, devaient exploser pour faire le plus de dégâts possible, donc dans le cadre du projet Manhattan. L'équilibre, de la terreur, il est aussi pensé dans ce cadre-là et donc en fait, la naissance de l'intelligence artificielle, elle est extrêmement liée, à quelque chose qui est à ce contexte-là, à ce contexte militaire, et c'est un truc qu'on oublie trop souvent aujourd'hui et qu'il faut prendre en compte. Mais il y a des raisons aussi pour lesquelles on l'oublie souvent. Parce que pour le coup, l'intelligence artificielle, pendant des années, des décennies, s'est financée principalement sur fonds militaires. Et l'idée, c'est pour ça aussi qu'il y a une utilisation du terme intelligence, avec le sens que ça peut avoir en anglais. Et donc, c'est financé et il y a déjà à l'origine des volontés claires d'application militaire. Ce qui se passe, c'est que dans la première phase de l'histoire de l'IA, les gens qui font ça, ils prennent les fonds, ils sont plus intéressés par arriver à faire une machine qui est capable de jouer aux échecs, même s'ils la vendent en disant vous allez voir le truc de stratégie, ça va faire. Mais non, il y a quand même un déphasage entre les deux. Et disons qu'après, dans les années 80, etc., l'informatique devient davantage une informatique industrielle. Et l'intelligence artificielle aussi. Elle est moins, enfin, toujours universitaire, mais un peu moins, mais elle va de plus en plus vers le secteur industriel. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à nouveau beaucoup plus clairement, alors c'est pas des distinctions hyper claires, hein, il y a quand même eu toujours un intérêt, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'effectivement l'intérêt pour ces secteurs-là, il est croissant aujourd'hui dans les applications militaires. Quant à savoir, ce que ça va donner, là pour le coup,
Ça, je suis pas qualifié là-dessus et Non, mais c'était intéressant d'avoir ton regard en tout cas sur le sujet. Bah écoute, merci beaucoup Vivien. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? alors c'est bizarre comme exercice parce que tu me l'as posé par mail et en fait, je me suis demandé un moment, parce que c'est une question que je vais poser à quelqu'un que je connais pas, comme si je la posais dans le vide et je me suis demandé si tu voulais me faire sentir comme un LLM, quoi. Ça pourrait être n'importe qui, donc je dois produire du texte pour n'importe qui. Bon, alors j'ai produit une question plus simple, quoique, et ma question est la suivante: devant quel objet technique du passé, hein, et quand je dis objet technique, c'est au sens large, outil, machine, programme, n'importe quoi, mais du passé qui fait plus partie, qui est plus utilisé dans, ton quotidien, interlocuteur ou interlocutrice que je ne connais pas, devant quel objet technique du passé est-ce que tu t'es récemment émerveillé? Parfait, très belle question. Merci beaucoup de ta participation. Vivien, je rappelle que tu es philosophe, écrivain et professeur de philosophie. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.